En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. En prononçant ces mots le jour de son investiture, Nelson Mandela nous a confié un témoignage, un message et une invitation exceptionnelle à tous égards. Il nous dit qu'un homme, qu'une femme peuvent refuser les injustices, les violences et les ravages sans nombre de l'ignorance et des égoïsmes, en s'engageant de tout eux-mêmes dans l'action très concrète. Il ne nous parle pas d'idéologie, de lignes dictées d'en haut, d'intervention providentielle d'un leader. Il nous invite simplement, mais c'est énorme, à mettre nos savoirs et nos compétences au service d'un meilleur être de tous. Mais il nous dit en même temps que cette action ne reçoit de sens véritable que lorsque chaque individu devient en mesure de scintiller à son tour. Jamais aucun propos que celui de Nelson Mandela n'a pu mieux inaugurer la fête de l'université et l'accueil des nouveaux docteurs honoris causa. Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Messeigneurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la gouverneure, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs, chers amis de l'université, chers collègues, chers étudiants. Notre université compte un grand trésor. Sa fête patronale est la fête de la lumière. Une lumière atmosphérique, encore tard venue le matin et tôt couchée le soir, qui s'accroît chaque jour et porte la promesse d'un printemps et d'un futur été. Une lumière spirituelle et humaine aussi, qui émane de la Vierge, siège de la sagesse, dont notre université a fait son emblème et son inspiration, et qu'elle fête aujourd'hui sous le nom familier de Chandeleur. On ne détient pas la lumière, mais on la recherche et on peut l'accroître. Tel est en propre le travail scientifique de l'université. On n'enferme pas la lumière, on la partage. C'est l'essence même de notre mission d'enseignement et de formation. Rien, enfin, n'est clair qui ne soit aussi éclairé. La lumière se propage dans toutes les directions, se reflète et grandit. La lumière vient de l'exemple. Nous ne pouvons pas rester passifs face aux changements qui affectent le monde, à la violence et la guerre, au pessimisme, au fatalisme, à la peur et au repli sur soi. Nous devons opposer l'optimisme et la confiance en la capacité de l'humain à faire évoluer les choses. Agir, c'est dépasser la peur du changement et l'immobilisme qui en résulte. Pour transformer la société, il faut expérimenter dans la diversité des situations, questionner les certitudes, mettre en place des actions responsables, d'autres façons de faire. Poiein, en grec, signifie faire être et agir. L'université doit poétiser, c'est-à-dire s'engager, participer, soutenir et faire advenir un meilleur être des hommes en s'aidant de la lumière de ceux qui ont mis leurs pas dans la voie que nous a montrée Nelson Mandela. Faire scintiller la lumière en nous engageant afin que tous puissent la croître. La provenance, la profession et le parcours respectif de Laurence Lessig, Jigme Tinley et Denis Mukwege sont très différents. Mais un essentiel les rassemble. Chacun d'eux s'engage pour faire être une meilleure société, à présent et demain. Tous les trois sont portés par les mêmes valeurs de liberté, de respect et d'audace, auxquelles ils donnent chair dans les circonstances que détermine le monde, au sein duquel ils ont résolu d'agir. Leur moteur commun réside dans la volonté d'aller à contre-courant des idées formatées et de transmuer en action la clairvoyance que leur procure leur savoir et leurs compétences.
Leur détermination est l'inventivité, leur ambition est le partage. Leur action est guidée par une même volonté de donner ou de rendre aux individus la plénitude de leur dignité humaine. Le professeur Laurens Lessig se bat pour la liberté d'expression et la liberté créatrice dans l'univers de communication et d'expression que la technologie de l'Internet a ouvert. Il s'oppose à la mainmise des géants du marché sur les nouveaux médias et à leur prétention à tout contrôler, à tout cadenasser. Son action est politique. Pour la servir, il met en jeu ses compétences de juriste, sa notoriété de professeur à l'université de Harvard, ses talents d'avocat, et engage tout le savoir qu'il aurait pu réserver au seul avancement de sa carrière à la protection et à la réalisation des libertés individuelles. Pour son Excellence Jigme Tinley, la démocratie ne cesse de devoir être affermie et concrétisée au sein de chaque nation face aux diktats de la mondialisation. Son Excellence Jigme Tinley porte et entreprend ce principe en le plaçant au plus haut niveau, celui du développement respectueux des personnes et de leurs valeurs humaines. Il dénonce les prétextes fallacieux de l'avidité et de la compétition comme moteur d'une croissance ravageuse, réduite à ses dimensions capitalistiques. Il consacre ses forces à un changement des mentalités et préside une réflexion au niveau mondial sur la nécessité de concevoir un nouveau paradigme de développement. Son action est philosophique et sociétale. Le docteur Denis Mukwege milite pour soigner et réinsérer les femmes violentées au sein de la société africaine et ainsi leur redonner un avenir. Ses premiers engagements dans l'Est du Congo servent les soins donnant à des milliers de femmes difficilement fertiles la joie de la maternité qui construit leur existence. Il crée l'hôpital de Panzi, près de Bukavu. La guerre provoque d'énormes ravages, notamment parmi la population féminine, et l'on estime à environ 500 000 le nombre de femmes violées, torturées et mutilées sexuellement. L'hôpital de Panzi œuvre sans relâche pour leur retrouver une intégrité physique et apaiser leurs souffrances par un soutien psychologique, juridique et financier. Denis Mukwege se fait aussi le porte-parole au niveau mondial de ces femmes et le défenseur des enfants de l'Afrique. Cher professeur Lessig, Excellence Jigme Tinley et Docteur Mukwege, vous nous montrez qu'il faut conjuguer le savoir et l'action. Vous démontrez que l'action n'est pas une œuvre de l'esprit, mais un agir auquel nous pouvons et devons tous participer. Agir pour la société de demain. En choisissant ce thème, le Conseil académique de l'UCL a voulu promouvoir l'action sur le terrain, l'expérimentation responsable pour inventer un futur plus humain. Vos engagements non conformistes pour faire naître une société meilleure éclairent le quotidien tout en projetant un avenir lumineux. Par l'octroi du titre de docteur honoris causa, la plus haute distinction scientifique décernée par notre université, nous voulons honorer des personnalités exceptionnelles dont la vie, l'engagement et l'action transforment la société et reflètent l'idéal que nous voulons transmettre à nos étudiants. Au nom de toute l'université, je vous exprime tout mon respect et ma gratitude. En faisant scintiller vos lumières, vous nous donnez d'en faire autant. Je vous remercie. Cher docteur honoris causa, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres et qualités, et surtout, très chers étudiants.
C'est avec plaisir que nous prenons la parole aujourd'hui pour honorer des personnes remarquables et remarquées. Professeur Lessig, Dr Mukwege, Excellence Tinley, vous partagez plus que l'estrade sur laquelle vous vous tenez et la reconnaissance de notre institution. Vous partagez l'engagement, votre posture d'homme debout, votre choix d'être acteur et non point spectateur d'une société que l'on dit à bout de souffle. Ainsi, vous répondez chacun à votre manière à l'invite de Jacques Brel qui, en 1968, nous souhaitait de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Votre engagement se traduit par l'action. Celle-ci implique, dans vos situations respectives, une prise de risque, une certaine audace. Pour vous, Dr Mukwege, la prise de risque est claire. C'est celle de votre propre vie. Pour votre Excellence, c'est le risque d'opprobre de la part d'une communauté internationale mal à l'aise avec un nouveau paradigme de développement qui ne ferait plus la part belle à la sacro-sainte économie de marché et sa théorie de la croissance perpétuelle. Puisse votre combat trouver écho au sein de notre université, où les cursus d'économie s'attachent encore à présenter presque exclusivement la doctrine économique dominante et traditionnelle. Cette doctrine néoclassique est présentée comme une science exacte et vérifiable alors qu'elle a montré ses limites depuis longtemps et que d'autres théories mériteraient d'être présentées. Saluons au passage l'initiative des délégués en économie qui sont en train de négocier l'introduction d'un cours critique sur les sciences économiques dans le tronc commun. Le risque pour vous, professeur Lessig, est de vous opposer aux pratiques douteuses de certains politiques et surtout aux puissants lobbies financiers qui, dans certains cas, les financent. Votre action à chacun est sous-tendue par une vision, une manière de voir notre société actuelle, mais surtout de concevoir celle de demain. Votre Excellence, vous mettez en œuvre la vision d'un État qui, prioritairement, se soucie de ses citoyens, d'un modèle de développement basé non sur l'augmentation de la richesse, mais sur l'amélioration du bien-être, de la santé, de l'éducation, etc. Bref, basé sur des éléments ayant un impact direct sur le bonheur des citoyens. Dr Mukwege, vous refusez une société basée sur la violence, où des années de conflits ont rongé jusqu'à la moelle la résistance des femmes et des hommes qui la peuplent. À la place, vous dotez les femmes qui viennent à vous des outils nécessaires pour reprendre le contrôle de leur destinée. Quant à vous, professeur Lessig, vous construisez une société où la création, l'invention sont à la fois protégées et encouragées. Une société qui favorise le partage et le travail collaboratif. Pour vous, une société qui fonctionne bien doit pouvoir compter sur des institutions indépendantes, surtout du pouvoir de l'argent. Ayons le courage, dans un contexte financier chaotique, de suivre votre exemple et de protéger notre institution de la tentation de la marchandisation de son enseignement et de sa recherche. Vous partagez également un dépassement du cadre établi, en réalisant un délicat compromis entre protection des droits d'auteur et dynamisation du potentiel créatif. Vous dépassez, professeur, une apparente opposition et surtout une tendance conservatrice à protéger strictement ce qui est notre produit. Espérons que votre combat inspire notre institution lorsqu'on sait que dans certaines filières, certains professeurs n'hésitent pas à rendre obligatoire l'achat de leurs propres livres, vendus à des prix conséquents, alors que leur contenu s'intégrerait parfaitement dans des syllabus proposés à des prix bien moindres. Quant à vous, votre Excellence, vous permettez à votre État d'échapper au cadre écrasant de l'économisation en substituant aux indicateurs traditionnels de nouveaux indicateurs de prospérité bien plus en adéquation avec les transformations majeures de notre société. Enfin, Dr Mukwege, vous voyez au-delà du massacre, au-delà de la destruction de ce qu'une société a de plus intime et de plus précieux. Vous soignez plus que des féminités déchirées, c'est l'âme d'un peuple qui guérit sous vos doigts. Vous réunit également une indéniable foi en l'humanité, une confiance envers les capacités de chacun. Pour vous, l'homme est capable de création, de partage, de construction d'une société plus juste. Chacun à votre manière, vous mettez les hommes en capacité de recréer. Et c'est bien là l'idée du verbe agir, avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est.
Il reste, sur vos chemins respectifs, certains obstacles. Pour reprendre vos propres mots, docteur Mukwege, « M'écouter, cela donne bonne conscience, mais si rien ne change, cela sert à quoi? Les prix que je reçois auraient une grande valeur si, après avoir mené le plaidoyer, on pouvait dire que tout a été fait pour que cesse cette situation. Mais tel n'est pas le cas. On me donne des prix et de l'argent pour régler les conséquences, mais on ne s'attaque pas aux causes du conflit. Et tant que l'insécurité persiste, le Kivu ne pourra pas réapprendre à vivre. En ce qui vous concerne, Votre Excellence, les principes mêmes de bonheur national brut et de nouveaux paradigmes de développement doivent faire face à plusieurs difficultés. La nécessité de déraciner le consumérisme, profondément ancré dans nos modèles de développement occidentaux, la résistance au changement et bien sûr l'opposition du courant mainstream économique et politique. Pour vous, professeur Lessig, c'est l'appareil législatif, parfois corrompu ou trop rigide, qui empêche de mettre en place les réformes pourtant nécessaires à notre modernité. L'honneur qui vous est fait en grande pompe par notre institution en ce jour de fête est donc amplement mérité. Toutefois, celui-ci ne doit pas être vide de sens. Ainsi, ces valeurs qui traversent votre travail à tous trois puissent-elles inspirer notre université dans son travail quotidien? Puissent-elles également inspirer chacune et chacun d'entre nous à devenir, comme le voulait Ignace de Loyola, des multiplicateurs, des agents de transformation de la société? N'oublions pas que les plus grands changements se font à notre échelle, car nous sommes tous, en puissance, des acteurs pour la société de demain. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons, cher docteur honoris causa, la bienvenue dans notre communauté universitaire. We have lost that republic. All of us have to act to get it back. Thank you very much. C'est un des plus fins observateurs, je trouve, des questions qui tournent autour du remix, du mash-up, c'est-à-dire les usages transformatifs, prendre une œuvre, la mélanger avec une autre, associer une musique à un film, associer plusieurs films ensemble. Et il est très attentif à ces nouvelles formes de créativité qui posent des questions importante de conformité avec le droit d'auteur, parce qu'en général, pour faire ça, il faut violer la loi. Son génie a été de transformer sa critique du droit d'auteur en de véritables outils qui permettaient aux créateurs qui voulaient faire du droit d'auteur autrement de mettre assez facilement sur Internet leurs œuvres dans des licences qu'il a appelées les licences Creative Commons, qui, sur le modèle du logiciel libre, permettaient d'accorder de grandes libertés d'usage, de modification des œuvres, de communication des œuvres. Lawrence Lessig est quelqu'un qui a de l'audace intellectuelle, mais de l'audace politique aussi, et je dirais de l'audace militante quasiment, parce qu'il s'est engagé dans certains des combats dans lesquels il est, et qu'il affronte des forces beaucoup plus grandes que lui, et de ce point de vue, c'est quand même très courageux. Parce qu'en général, une position académique, avec les livres de la qualité de ceux qu'il a écrits, lui aurait assuré toute la tranquillité nécessaire. Or, il ne s'est pas contenté d'écrire des livres, il est allé sur le terrain. Malheureusement, dans les affaires où il est intervenu, dans certaines affaires, il a perdu ce combat, ce qui peut-être montre d'autant plus la force importante de ce rouleau compresseur qu'est l'extension du droit d'auteur, mais il a aussi permis ainsi de faire valoir un discours raisonné et scientifique pour protéger le domaine public, pour essayer de limiter et de rendre plus raisonnable le droit d'auteur. La question du droit d'auteur, finalement, elle posait une question au système démocratique tout entier. Parce que ce corps de règles ne puisse pas être réformé, ça traduit aussi une impossibilité du système politique à entendre certaines voix et à rétablir un équilibre entre, d'un côté, la préservation d'intérêts industriels et des libertés publiques. Et donc là, il en arrive à la conclusion qu'en fait, il y a un problème qui est plus profond et qui n'est pas du tout propre uniquement au droit d'auteur. Lawrence Lessig est un acteur de la société de demain au sens où il nous oblige, où il pointe les endroits où nous devons agir. Puisqu'évidemment, tout seul, il ne fait pas grand-chose. Il a fait, malgré tout, des choses remarquables à travers ses livres. D'une part,
part et à travers Creative Commons par exemple, mais surtout il est capable de nous pointer vraiment les endroits cruciaux, et c'est ça le caractère visionnaire de son travail, et le fait qu'il fédère autour de lui un grand nombre de gens qui ont le souci de récupérer du pouvoir, c'est-à-dire de nous aider à transformer le monde dans lequel nous sommes. Et la démocratie dans laquelle nous vivons, elle est effectivement en danger, et lui il a su le pointer pour les raisons de la technique, pour les raisons de la finance et pour les raisons de la corruption. Et tout cela, c'est quelqu'un qui justement de ce point de vue-là éclaire la route. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il mérite d'être honoré. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Lawrence Lessig, nous sommes particulièrement heureux, Corentin et moi, de vous soutenir aujourd'hui et de mettre en lumière votre action, parce que vous constituez le parfait exemple de l'académique engagé. Vous avez toujours tenu à inscrire votre travail scientifique dans un engagement pour le changement social. Parmi les causes que vous défendez, il y a bien sûr votre combat actuel contre le rôle de l'argent en politique, mais aussi votre plaidoyer pour une culture libre, une défense de la neutralité d'Internet et un soutien vigoureux en faveur de l'open access des publications scientifiques. En passant, gageons que la décision de vous décerner le titre de docteur honoris causa sera l'occasion pour notre université d'elle aussi agir pour la société de demain, en s'engageant par exemple dans une politique ambitieuse en matière d'open access, en coopération avec les autres universités bien entendu. Tout à l'heure, dans une intervention très touchante, vous avez décrit votre parcours comme marqué avant tout par la naïveté. Mais la naïveté est la force de ceux qui poursuivent un idéal. Laissez-nous résumer votre parcours en 3 moments clés. Premier moment, ça a été évoqué dans la vidéo, en 1998, le Congrès américain adopte le Copyright Term Extension Act qui allongeait la durée de protection du droit d'auteur à 70 ans après la mort de l'auteur, suivant une tendance constante en Europe comme aux États-Unis à céder à l'influence des groupes de pression de l'industrie culturelle. Une telle extension risquait non seulement d'empirer le déséquilibre au sein du régime actuel du droit d'auteur, mais également de freiner l'important potentiel du réseau Internet de favoriser une culture libre par le biais de nouvelles pratiques de partage et de réutilisation créative, vous parlez de remix des œuvres intellectuelles. Vous êtes alors engagé dans ce qui restera une de vos plus fameuses affaires, en contestant devant la Cour suprême la constitutionnalité de la loi d'extension du droit d'auteur. Pour votre recours devant la Cour suprême, en plus de solides arguments juridiques, vous décrochez de nombreux soutiens, dont 5 prix Nobel d'économie, dont Arrow, Coase ou Milton Friedman, excusez du peu. Pourtant, la Cour finit par rejeter votre recours. Comme vous le notez vous-même, vous aviez sans doute de quoi gagner la bataille juridique, mais pas la bataille politique. Vous n'êtes pas parvenu à convaincre la Cour de l'importance de l'enjeu. Rien ne semblait pouvoir arrêter la malheureuse tendance du législateur à suivre davantage les représentants des ayants droit plutôt que les défenseurs du domaine public. Mais vous ne vous laissez pas abattre, et notre deuxième moment a lieu quelques années plus tard, avec le lancement des licences Creative Commons inspirées des mouvements des licences open source ou des licences libres. L'idée est simple, plutôt que de se résigner face à la surdité du législateur, pourquoi ne pas fédérer les bonnes volontés dans le but de réformer le droit d'auteur de l'intérieur? Et donc, les Creative Commons participent à une ambitieuse initiative privée visant à construire une couche de droit d'auteur raisonnable par-dessus le régime du droit d'auteur. En guise de bilan, on peut dire que ces licences, aujourd'hui, ont réussi sur 3 tableaux. Apporter une respiration nécessaire au sein du régime du droit d'auteur par trop restrictif, fédérer les sympathisants en une organisation d'ampleur internationale et sensibiliser l'opinion publique à l'importance de l'enjeu d'une culture libre. Toutefois, comme l'organisation Creative Commons l'a reconnu récemment, ces réalisations ne constituent pas une fin en soi. Au final, l'objectif reste bel et bien de réformer le régime du droit d'auteur. Mais, pour entamer un tel changement, faut-il encore pouvoir être entendu par le législateur? Le 3e moment de votre parcours résulte dès lors en la réorientation de votre travail vers la question du rôle de l'argent en politique.
À travers plusieurs ouvrages, vous avez développé une importante dénonciation du rôle des lobbies dans l'action législative américaine, qui pourrait et devrait également nous inspirer, nous, Européens. En effet, vous vous inquiétez de l'accaparement toujours plus important de l'activité législative par ces groupes d'intérêt, à laquelle la démocratie représentative fait la part belle. Dès lors, vous insistez sur l'impérieuse nécessité d'une réforme du système politique américain qui doit passer à la fois par une reprise citoyenne de ses institutions à tous les niveaux, ainsi que par leur refonte radicale, afin de sauver le système démocratique de la dictature de la finance et de la corruption qui la gangrène. C'est pourquoi, dans One Way Forward, vous soutenez notamment 4 propositions de réforme. Premièrement, un véritable financement public des campagnes électorales. Deuxièmement, limiter et rendre transparent le financement privé aux partis politiques. Troisièmement, mettre fin à la porosité qui existe entre le Congrès et les lobbies. Enfin, récuser l'idée que les personnes morales soient titulaires de droits fondamentaux. Ainsi, vous avez toujours eu le souci de prolonger votre travail académique par une action et un engagement politique et social. En effet, 10 ans après la fondation de l'organisation Creative Commons, vous concentrez votre énergie sur un nouveau mouvement, les Wood Strikers, qui aspire à s'attaquer aux racines du mal de la corruption du système politique américain. Il y a quelques semaines, bravant le froid polaire soufflant sur le nord des États-Unis, vous avez mené la première d'une série de 3 marches visant à faire de la question de la corruption en politique l'enjeu majeur de la campagne électorale de 2016. Rassembleurs, vous cherchez à construire les coalitions les plus larges possibles pour soutenir les causes que vous défendez. Ce n'est pas pour rien que vous aimez rappeler que, bien qu'aujourd'hui on vous qualifie souvent de démocrate, vous avez été, dans votre jeunesse, président des Teenage Republicans de l'État de Pennsylvanie. Aussi, si votre action est politique, elle est avant tout non partisane, et vous recherchez toujours à convaincre les pans les plus larges du spectre politique. En somme, nous pouvons véritablement affirmer que vous êtes un acteur, au sens plein du mot, pour la société de demain. Quelqu'un qui crée du mouvement, qui oblige à penser et à remettre en question l'ordre établi. Dès lors, votre présence aujourd'hui, en même temps qu'elle célèbre votre action, honore tout autant notre université. Pour toutes ces raisons, nous avons l'honneur, Monsieur le Recteur, de vous demander d'accorder à Monsieur Lawrence Lessig le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre université. À tous, présents et à venir, salut. Attendu que M. Lawrence Lessig, né le 3 juin 1961 à Rapid City, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, est diplômé en économie et en management de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, en philosophie du Trinity College de l'Université de Cambridge et en droit du Yale Law School de l'Université de Yale. Attendu que Lawrence Lessig, professeur à la faculté de droit de l'Université de Harvard, spécialiste en droit constitutionnel et en droit de la propriété intellectuelle, est un juriste les plus influents dans son domaine. Attendu qu'il a toujours allié son parcours académique avec un engagement pour le changement social. Attendu qu'il est intervenu en tant qu'avocat dans d'importantes affaires devant les plus hautes juridictions américaines sur des questions fondamentales de droit d'auteur et de droit des nouvelles technologies. Attendu qu'il est cofondateur et administrateur de l'organisation Creative Commons, qui a pour but de favoriser la liberté d'usage de l'information en contribuant à la constitution d'un fonds commun d'œuvres disponibles à des fins d'échange et de création. Attendu qu'il plaide en faveur d'une réforme du droit d'auteur afin d'en corriger les excès et de promouvoir une culture libre. Attendu qu'il est l'un des plus importants défenseurs de l'ouverture de l'environnement numérique
et de la neutralité d'Internet, que par son engagement, Laurens Lessig contribue à défendre l'important potentiel du réseau pour la protection et la réalisation des libertés individuelles. Attendu qu'en 2008, il a repris la présidence du Edmond G. Safra Center for Ethics à l'université de Harvard. Attendu que ses travaux récents ont été consacrés au rôle de l'argent dans la vie politique et de la capture de l'activité législative par des groupes d'intérêt, et qu'ils ont contribué à mettre en lumière un problème de première importance pour nos sociétés démocratiques. Attendu qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Code, The Future of Ideas, Free Culture et Republic Lost, How Money Corrupts Congress and a Plan to Stop It. Attendu que son travail et son engagement ont été reconnus par de nombreuses distinctions, notamment le prix pour le développement du logiciel libre de la Free Software Foundation, le titre de docteur honoris causa de l'Université d'Amsterdam, ainsi que par son élection à l'Académie américaine des arts et des sciences. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. Laurens Lessig, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Thank you so much. Rector, my newfound godfathers, my incredible co-recipients and friends, and all of you who've come to honor us tonight. As everyone knows, the framers of our Constitution gave us a government with 3 branches. There's a Congress comprised of 2 houses, an executive headed by a president, and a judiciary led by a Supreme Court. And as a scholar of constitutional history and constitutional theory, I've often wondered what it would be like to bring back the framers of our Constitution and to ask them to reflect upon the institutions that they fathered. I'm quite certain they would look at our Congress and be incredibly embarrassed by an institution that spends upwards of 70% of its time raising money to get itself elected, that never deliberates, that gives speeches to empty chambers. And I think our framers would look at our president and be terrified of a man who sits atop the largest standing army in the world by far, with almost unlimited military power, and who just this last month could stand before a Congress and announce his intention to act even without the support of Congress, using the power that has accumulated in his office over 225 years. A man far more powerful than anything King George ever was. But if they looked at the Supreme Court, I'm quite confident the framers of our Constitution would be incredibly proud, because that's an institution where the judges do their work. They read the briefs, they listen to the arguments, they write their opinions. And over the last 70 years especially,
they have slowly pushed the American democracy towards a more perfect union. There are many decisions to disagree with, but it's hard not to recognize the idealism which that institution has injected into a political system which for too long has lost the high appellation of the greatest democracy in the world. But in my view, the reason the court has become so important is related to an innovation that the framers of our Constitution knew nothing about. An innovation we call law clerks. Because the Supreme Court, as an institution, has the extraordinary practice of inviting into the chambers of the justices every year a new crop of incredibly young lawyers who have just graduated from law school, brilliant young lawyers who have not yet learned the cynicism, the skepticism, the helplessness that we who grow old know. And they spend their year with the justice, asking questions, expressing the idealism which they brought to the law, challenging these justices to be as great as they can be. And so when I think about what accounts for the progress that those justices have made, is it the books and articles that law professors write? Is it the arguments that the lawyers before the courts make? I'm quite certain it's none of that. It's the discipline of facing young people and answering the challenge and the idealism that those young people give them. Now, this morning, the Vice Rector for Student Affairs asked me a question. He said, "What was the most important thing in your career?" A question I'd never considered. And the whole day today, I've been thinking, what was the right answer to that question? Because I'm sure I didn't give it this morning. And what I recognized is the most important thing in my career is that I have enjoyed precisely the life that the justices of the Supreme Court have enjoyed. A life that is constantly challenged, constantly pressed by the idealism of the young and brilliant students that I have the honor to teach. Their constant demand, asking why we aren't as great as we promise, is the one thing that has moved me throughout my career and without which I could not be anything close to the ideals which I try to teach my own children we should be. No student in my life was more important to me than a young boy named Aaron Swartz, who 7 years ago, at the age of 20, came to me while I was in Berlin for the year and said to me, "How can you possibly imagine that the work you're doing to liberate culture, to provide for a free and fair platform of the internet, to push these policies in a sensible direction, how can you ever imagine these will occur so long as the basic corruption of our political system thrives?" And I pushed back and I said, "Well, Aaron, this is not my field of expertise." And Aaron said, "Yes, I understand. As an academic, it's not your field of expertise. But why not as a citizen?" And when he said that, I recognized I had a choice. I was not naive. I knew what he was asking was an impossible task. There is no way to imagine. I believe there's no way then to imagine the movement that might begin to push us back towards a democracy. I recognize that, but
I felt the challenge that I couldn't step away from without letting him down. This is the challenge of every teacher. Every day we teach. Now, a year ago, that boy left us through suicide, having been burdened by an incredibly unjust prosecution by a government that had lost all sense of proportionality. But every moment since that day, when I received that call telling me of his death, I knew that the only thing I would do would try to live my life in a way that would make that question, that integrity, that aspiration for idealism make sense. So I'm incredibly honored to be able to have a job that gives me that experience every single day. And I'm extraordinarily honored to have this doctorate given to me in a context that gives all of us a chance to reflect on what we should be. But most of all, I can't begin to express the love and dedication that living a life constantly with children who do not know yet that idealism and hope is not always an option. Children who demand, and students who show how justice is not just our obligation, but show us how it's possible. Rector, thank you, and thank you very much for this honor.